Mais comment c'est arrivé cette histoire? Comment est-ce que tu as eu l'idée? Ou d'où ça vient, cette passion? Ou au-delà de cette passion, cette manière de vivre? Comment c'est arrivé? Pour l'idée du voyage. L'idée du voyage et l'idée de voyage avec une mule et un avec les animaux. Ouais. Alors c'est une longue histoire. Enfin, l'idée de base du voyage, c'est que j'ai toujours eu envie d'aller en Inde depuis que je suis toute petite. Et je ne sais pas exactement pourquoi, parce que je me suis jamais trop renseignée sur le pays, mais en tout cas j'ai toujours été attirée par la spiritualité là-bas, les couleurs. Et quand j'avais une douzaine d'années, je me revois peindre dans ma chambre, sur les murs et tout ça, des déesses et des dieux indiens. Et après, du coup, j'avais décidé de partir. À l'époque, j'habitais dans un camion aménagé. Je pensais partir de cette manière-là. Et puis finalement, à peu près 1 an avant le départ, je suis partie au Maroc. Là-bas, j'ai fait une rencontre avec un âne. Donc bien sûr, il y a des ânes en France, mais là-bas, il y a eu un âne à un moment donné qui m'a appelée. J'ai fait une vraie rencontre avec cet âne. Il s'est passé quelque chose de particulier à ce moment-là. Et je me suis dit, oh, mais en fait, je vais partir à pied avec un âne en Inde. Et suite à ça, bon, ça fait un peu son petit cheminement, parce qu'aussi au Maroc, les gens vivent avec les animaux, fonctionnent avec eux, transportent leurs affaires, etc. Et on est descendu dans le désert, aux portes du désert. Et on a passé du temps avec des Sahraouis là-bas. Et moi, dans mon camion qui était aménagé, j'avais une bicyclette. Et un jour, il y a un Marocain qui m'a dit, moi, j'aimerais bien troquer ta bicyclette contre quelque chose. Et à cette époque-là, je l'avais récupérée dans une déchetterie, je l'avais retapée, je lui ai dit, si tu veux, je te la donne. Mais lui, il voulait vraiment pas, c'était hyper important pour lui qu'il y ait un échange. Et donc, on a un peu réfléchi, il me dit, écoute, je te donne le temps que tu veux, mais réfléchis et dis-moi quelque chose. Et je commençais à cette période-là à dire aux gens, en fait, je vais partir à pied en Inde avec un âne. Et il m'a entendu le dire et il m'a dit, tu sais quoi, moi j'ai un âne, tu me donnes ta bicyclette et moi je te donne mon âne. Et donc, c'est le moment qui a scellé le fait que... Non, c'est Barasoudak. Jusqu'à présent, en fait, c'était une idée, j'avais envie, mais c'est comme si ça faisait pas encore partie du réel. Et à ce moment-là, ça a fixé tout est possible. C'est vraiment ça que je vais faire. J'ai pas pris cet âne-là parce qu'il avait pas de papier, il était trop jeune, etc. Et donc je lui ai dit non, mais en fait, voilà, c'était ça le troc et l'échange, c'est que contre cette bicyclette, en fait, il m'avait comme donné le feu vert sur le fait que j'allais vraiment faire ça. Et donc je suis rentrée en décembre en France et on est parti en septembre d'après. Et donc, on a donné toutes nos affaires, on a vendu nos véhicules et on est parti avec un ami que je connaissais déjà qui était prêt à tout lâcher aussi et à venir avec moi. Et donc, on a rencontré Rassoudok qui venait d'un super élevage d'ânes, un âne commun mais en Provence. Mais les ânes, que ce soit les équidés, n'importe, chevaux, mules, etc., ils n'aiment pas être tout seuls. Et donc, du coup, on nous a dit qu'il fallait en prendre 2. Et nous avons été conseillés par des amis chiliens qui travaillaient beaucoup avec des chevaux et qui nous ont dit il vous faut une mule, absolument il vous faut une mule. En nous expliquant que c'est un animal super, hyper intelligent, etc. Mais on n'y connaissait rien. Nous, à l'époque, on est partis sans aucune connaissance. Et donc, on a rencontré une mule, un mulet qui s'appelle Cortex aujourd'hui, qui à l'époque ne portait pas ce nom et qui en fait a une histoire hyper difficile parce qu'il a été traumatisé par ses premiers propriétaires, parce que son gros défaut est d'être un mulet et que les mulets sont des animaux extraordinairement intelligents et qui ne se laissent pas faire dans le sens où on ne peut pas dresser un mulet ou une mule, mais que c'est vraiment une relation et que si la relation n'est pas là, comme un paquet de mules et de mulets qu'on peut trouver peut-être sur le Bon Coin ou ailleurs, sont finalement mis en vente à la grâce d'un bras cassé ou d'une jambe cassée, ou enfin voilà, il s'est passé quelque chose, quoi. Et donc notre mulet a failli finir à la boucherie, finalement a été tenté d'être dressé par quelqu'un qui était assez violent avec lui, qui finalement lui a cassé une jambe, et du coup, ce monsieur le vendait. Donc nous, on a récupéré ce mulet, parce qu'à la rencontre on s'est dit, ouais, c'est lui, on le prend. C'était vraiment, il avait un regard très droit, très fixe, très sûr, et moi, ce qui me plaît vraiment dans les mules, c'est ce côté intelligence. Ils ont vraiment une intelligence très particulière. Et comme le dit, j'aime bien cet auteur, Adolphe Guénon, il a écrit un livre qui s'appelle... alors, il a changé de titre aujourd'hui, mais à l'époque, ça s'appelait Le mulet intime. Il en parle très bien, c'est un amoureux des mules et des mulets. Et du coup, il dit que les mules ont le courage de leur opinion. Ce qui leur vaut d'avoir des difficultés avec l'humanité, qui les trouve frétifs et qui a un paquet de trucs à dire sur leur comportement. Mais moi, j'adore, parce que pour moi, c'est un symbole de liberté encore plus que le cheval, parce qu'il défend, et je pense que ça me rappelle, ça me renvoie aussi à moi, cette envie de liberté que j'ai ouais, ok, je veux bien faire des choses pour toi, on peut faire des choses ensemble, mais comme avec un ami, en fait, ça dépend de la qualité de la relation, de la qualité de l'échange qu'on va avoir.
Et donc c'est pas une relation de force, c'est pas une relation de domination, il va y avoir un équilibre. Elle vous a appris beaucoup de choses cette mule ? Plein de choses. J'ai les deux, hein, mon âne aussi, mais mon mulet et mon âne m'ont appris énormément de choses. Parce qu'un mulet, ça demande à se remettre en question. Il va avoir son caractère, il va avoir le courage de son opinion, ce qu'on disait, donc il a aussi un instinct de survie très fort. Et donc ouais, ça demande à mettre son ego de côté, sa fierté de côté, de se remettre en question, d'essayer de comprendre aussi. Parce que des fois, c'est parce qu'il ne comprend pas ce qu'on lui demande. Ce qui est logique, parce que les humains ont envie de faire beaucoup de choses que les animaux ne comprennent pas vraiment. Et donc, oui, il m'a appris énormément. Et il m'apprend encore, j'apprends encore. Alors le voyage, c'est le voyage au long cours. On peut dire un peu les étapes de ce voyage ? Ou la destination ? Les étapes de ce voyage. On est parti en septembre 2010, donc avec un âne, un mulet, on était 2 humains et 3 chiens. Et on est parti des Hautes-Alpes, à côté de Briançon, direction l'Italie. On était à 7 km, donc on est très vite, très rapidement arrivé côté italien, donc à l'étranger, ce qui était intéressant, en passant par les montagnes. Et après, on a traversé l'Europe en passant par Italie, Croatie, Slovénie, Bosnie, Serbie, Bulgarie, Grèce. Et ensuite, on est rentré en Turquie. On est remonté en Géorgie, on pensait traverser la Russie finalement pour différentes raisons dont on parlera peut-être un peu plus tard, ça n'a pas été possible. Donc on est redescendu par l'Arménie, l'Iran, pays que je ne pensais vraiment pas traverser et qui a été un enchantement. Et suite à l'Iran, Turkménistan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, jusqu'à la frontière afghane. Donc sur combien d'années ? Sur 5 ans, entre l'aller et le retour. Quand on voyage avec des animaux, c'est pas facile, déjà. Des animaux dits de compagnie. Mais alors, avec un mulet, un âne, et comment on fait ? Comment ça se passe pour passer les frontières ? Alors qu'est-ce que tu entends par pas facile ? Pas facile dans le sens où, administratif, etc. C'est plein d'embûches, non ? Oui. Ah oui, les frontières, passer des frontières, c'est compliqué avec les animaux. Surtout que quand il n'y a pas de règles, de lois pour des gens qui partent à pied et qui sont partis depuis des années, qui ont traversé plein de pays et qui arrivent à telle ou telle frontière. Donc oui, ça a été un long chemin d'embûches. Ça a été les grosses. Il y en a eu d'autres, mais je dirais que les complications domaine nature, que ce soit des loups, la neige, le froid, la chaleur, les déserts, et tout ça, c'est encore autre chose. Pour moi, c'est plus facile que le côté humain, et les frontières, ça a vraiment été compliqué. Donc on a eu plein d'expériences très différentes, on a fait plein de tentatives, il y a des frontières qu'on a passées illégalement. Je ne devrais pas le dire, mais c'est quand même la réalité. Il y a des frontières qu'on a passées avec malice. On a dû, il a fallu être malin et tenter quoi, et avoir du culot, beaucoup de culot. Les frontières m'ont appris à avoir du culot. Donc le voyage s'est fait, au départ l'itinérance elle était prévue aussi lointaine, ou c'est au fur et à mesure qu'on se dit pourquoi pas plus loin, où il y avait un objectif quand même déjà ? Oui, l'objectif c'était d'aller en Inde. On s'était dit qu'on s'installerait. L'idée c'était pas de revenir. On était parti pour partir, sans retour possible ou probable, mais l'idée c'était d'aller s'installer en Asie. Donc Inde, Népal, on ne savait pas exactement. Et après, on ne s'était pas donné de durée de temps pour arriver jusque là-bas, parce que vraiment l'idée c'était justement, et c'est aussi ça l'idée de l'âne et de la mule, d'être lent, à pied, d'avoir le temps de rencontrer les gens, d'apprendre les langues, de creuser les cultures et de découvrir d'autres manières de penser, d'autres manières de fonctionner. Voilà, et donc pour creuser, pour essayer de comprendre, il faut du temps. Et donc ça nous paraissait idéal du coup de pouvoir être à pied. Et c'est vrai qu'on a découvert au fur et à mesure de la marche que l'âne, encore plus que la mule des fois, est vraiment attractif. Les gens aiment les ânes, les enfants aiment les ânes. C'est un petit animal plein de poils avec des longues oreilles, ils sont hyper rigolos. Et que ça permet aussi aux papis sur le bord de la route de t'arrêter. Et tu t'arrêtes et tu vas discuter. En vélo, t'es pas obligé de t'arrêter. Avec ton âne, tu t'arrêtes. Et du coup, c'était aussi un lien, c'est ça qui était hyper intéressant pour nous, c'est que dans cette caravane, avec tous nos animaux, il y avait vraiment, c'est comme si les gens nous prenaient comme une entité à part du reste de la société, donc on n'était pas jugé sur ce qu'on pouvait être, ou la catégorie sociale, ou d'où on venait, c'était vraiment... il y avait une rencontre de cœur qui se faisait à chaque fois. Donc on a rencontré tout type de personnes, vraiment très différents, des gens très pauvres, des gens très riches, des mafieux, des gens très religieux, enfin vraiment de tout. Et donc ça nous a permis d'explorer au niveau diversité humaine, diversité de réflexion. C'était hyper intéressant pour comprendre la géopolitique, pour comprendre, je dirais le cœur de l'humanité, parce que le cœur de l'humanité est fait tellement de branches différentes que c'était hyper riche de ce côté-là, ouais. Et pour le coup, c'est aussi voyager dans des pays
où l'âne, le mulet ont encore un sens aussi, donc où ils ont un rôle, un vrai rôle, donc peut-être moins en Europe, mais une fois qu'on arrive en Orient ou en moyen, enfin en Asie, on retrouve un sens. Donc là, il y avait un accueil des populations qui était peut-être plus ou moins étonnés, enfin oui, des Occidentaux qui viennent évidemment étonnés, mais pour le coup, l'animal, lui, étonnait moins. L'animal étonnait moins. Alors, ce qui est très rigolo, c'est qu'effectivement, plus on va vers l'Est, mais assez rapidement en Europe, en fait, les gens travaillent encore avec des animaux. Dès la Bosnie, ils travaillent avec des vaches, etc. Il y a beaucoup d'ânes partout. Donc, il y a une culture de travail avec l'animal qui est encore très, très présente. Ce qui valait le fait de se sentir tout de suite très proche. Les gens se sentaient pas... Ouais, on était des Occidentaux, mais ils se sentaient très proches. Mais ce qui est rigolo aussi, c'est qu'il y a très peu de gens en fait, qui voyagent avec des animaux de cette manière. Donc de toute façon, ça inspirait la curiosité, l'incompréhension, souvent des réactions de gens qui nous laissaient passer et le temps que ça montait au cerveau, nous courait après. Non mais en fait, vous faites quoi? Venez à la maison. Mais il y avait vraiment un moment de latence, souvent. Donc ça, c'est assez rigolo. Et aussi, en fonction des pays dans lesquels on rentrait, eh ben, les gens nous associaient à la bulle de leur propre réalité. Donc en Slovénie, par exemple, on était des touristes qui se baladaient avec des ânes, parce que je pense qu'on peut aussi louer des ânes là-bas pour se balader. Et après, au fur et à mesure, en Bulgarie, on était pris pour des tziganes. En Turquie, on nous a pris pour des terroristes kurdes. Arrivé en Iran, on nous prenait pour des pauvres, parce que celui qui se balade avec un âne, c'est un pauvre. Donc c'était aussi rigolo, même si on était occidentaux, on parlait quand même un petit peu plus ou moins la langue. Et donc les gens nous fondaient quand même dans leur décor. Donc ça, c'était hyper intéressant aussi de pouvoir voir ça. Et il y a aussi des images magnifiques, moi que je garde très fortes dans toute cette zone, Ouzbékistan, Tadjikistan, où on a été accueillis à des endroits, il y a des traversées désertiques quand même, et on arrivait dans des petits villages où d'un coup, pour les gens, c'était tellement important, ils ont tellement une conscience du besoin de l'animal en premier, même avant celui de l'homme, qu'ils arrivent avec des ballots de foin, qui déposent de l'eau au pied des animaux. Et ça m'emportait, moi, vraiment dans l'ancien temps, avec ces caravansérails, ces caravanes d'animaux qui se baladaient, et où il y avait toujours cet accueil et cette attention très présente pour l'animal, qu'on a beaucoup moins chez nous. Chez nous, alors que maintenant, on a beaucoup plus d'animaux de compagnie. Je ne sais pas s'il y a plus de maltraitance, parce que je ne peux pas dire ça, ils sont aussi très maltraités, les animaux là-bas. Mais en tout cas, je trouvais qu'il y avait une conscience et une présence aux besoins fondamentaux des animaux qui est parfois plus forte là-bas que chez nous. Ouais. Il y avait des chiens aussi dans cette aventure? Il y avait des chiens, ouais. 3. On est parti avec 3 chiens, ouais. Et donc ils ont accompagné la marche tout le temps, la cohabitation chien, âne et mulet, ça fonctionnait? Alors c'était bien, ça dépend des caractères des chiens. Moi j'avais un boxer qui aimait énormément. Mon boxer et ma chienne, Zoukia, donc Pity et Zoukia, s'entendaient très bien avec mes animaux, l'âne et le mulet. Même mon boxer léchait, il se disait bonjour avec mon âne le matin, c'était trop mignon, il lui léchait le museau et tout ça. Après, le chien de David, qui était mon compagnon de voyage, qui s'appelait Nada, lui était plus agressif, donc il fallait quand même que les animaux faisaient plus attention avec lui. Mais bon, c'était en fait, assez rapidement, dans la marche, quand on fonctionne comme ça et qu'on est jour et nuit, 24 heures sur 24, il y a une notion, moi j'aime bien dire, on finit par faire troupeau. Il y a vraiment quelque chose, même les animaux étaient beaucoup lâchés, beaucoup libres, ils venaient se coucher vraiment, tout le monde se couchait auprès de la tente. Il y avait vraiment une forme de groupe où chacun avait son rôle et que chaque rôle était vraiment important. Après, les chiens, du coup, nous ont accompagnés tout le temps, on est partis à pied. Moi, mon boxer, quand il a eu 9 ans, il commençait à être un peu âgé. Il avait 8-9 ans. Il commençait c'était un chien de canapé, en fait. Un boxer, c'est un peu un chien de canapé. Donc, il a beaucoup voyagé. Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, là, j'ai senti que c'était trop pour lui. Donc, on a pris une carriole pour qu'il ait un petit carrosse, monsieur. Donc, on lui a fait une carriole tirée par notre mulet. On a traversé la Turquie comme ça. Alors, ça avait l'inconvénient qu'une carriole, ça bloque au gros chemin. Et donc, du coup, ça nous empêchait aux pistes, etc. Mais on ne pouvait plus marcher en pleine montagne. Et moi, vraiment, c'est ce dont je me régale, quoi. De pouvoir couper, de pouvoir passer n'importe où. Et voilà, mais c'était comme ça, il avait besoin de ça. Et après, en fait, nos chiens ont disparu au fur et à mesure de voyage parce que ma chienne Zoukia, qui était un husky croisé Rottweiler, elle avait une maladie qui s'appelle la leishmaniose, qui petit à petit, elle allait très bien, mais elle faisait des crises régulières et à un moment donné, elle en est décédée. Elle avait des médicaments, etc., mais ça ne l'a pas sauvée. Mon boxer à 9 ans, c'est un âge assez correct pour un boxer. Il a fini par partir et en plus il a attrapé la pyroplasmose et donc ça l'a fait partir plus rapidement. Et malheureusement, notre 3e chien,
lui s'est fait empoisonner quand on était en Iran, par les autorités iraniennes. Pourquoi il s'est fait empoisonner? Pourquoi il s'est fait empoisonner? Mais parce que, en fait, il y a un moment donné, on devait faire des visas à Téhéran. Donc nous, Nada, ouais. On était dans un verger, on campait dans un verger avec les ânes et Nada, qui était le seul chien qui restait. Et la journée, on partait à Téhéran pour faire les visas, etc. Et il y a les autorités, la police qui venaient tous les jours pour venir nous voir, sauf que nous, on n'était pas là. Et il y a 2 frères qui tenaient ce jardin, ce verger où on était, et qui nous disaient « Ah, mais ils nous ont demandé quand est-ce que vous reveniez, etc. » Mais ils n'étaient jamais là le soir. Et en fait, les autorités ne supportent pas les chiens, donc ça arrive régulièrement qu'il y ait des empoisonnements. Et il y a un soir, on est rentré et en fait, Nada respirait mal. Et comme c'était désertique, on s'est dit peut-être que c'est la chaleur, peut-être qu'il avait 11 ans quand même. Et en fait, non, il a été empoisonné. Le voyage s'est terminé en 2015-2016 ? 2015, ouais. Été 2015. C'est une histoire à vie avec les mulets, les ânes et les équidés, globalement. On est d'accord, je crois. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, comment donner du sens à tout ça encore ? Quelle est la suite à cette histoire ? Alors déjà, il y a un déroulé de l'histoire parce qu'effectivement, on est rentré courant 2015. Mon fils est né environ 1 an plus tard, on va dire. Donc j'ai une relation... Déjà, ce voyage a transformé ma vision du monde et j'ai découvert une vraie relation, enfin une relation très particulière avec ces animaux, avec les animaux tout court de toute façon, parce que aussi au long du voyage, on a eu des expériences assez surprenantes avec des animaux sauvages. Il y a eu des moments où on a pu observer des renards blancs, il y a des moments où on a pu observer des cerfs, des moments où on a été réveillés par des chacals aussi en Bulgarie. Enfin, il y a eu plein de moments un peu mystiques dans le lien avec les animaux, du fait de la présence de nos propres animaux. Et puis après, il y a eu le retour, la présence toujours de mes animaux que j'ai toujours, mon âne et mon mulet, c'est toujours les mêmes que j'ai. La présence, Hélios qui grandit, et d'ailleurs lui il avait vraiment, quand il était tout petit, qu'il pleurait beaucoup, la seule chose qui le faisait arrêter de pleurer, c'était que je l'emmenais voir mon âne et mon mulet et il se mettait à rire. Donc la relation a commencé assez tôt. Et après il y a ce partage, du coup on a fait plusieurs voyages avec Hélios depuis qu'il est petit. On est parti 3 mois et demi quand il avait 2 ans et demi à travers l'Espagne. On a continué tous les ans à faire des voyages, etc. L'année dernière, on est parti 1 mois et demi aussi avec une amie qui a 2 mérins et sa propre fille. Donc on avait 2 enfants qui avaient 6 ans. Donc voilà, moi j'ai continué à avoir ce lien avec mes animaux, à partir en voyage, à être beaucoup dans la nature et avoir un regard et une perception de ce qui m'environne différente de avant le voyage. Et après, aujourd'hui, je vois que j'ai envie que ça reprenne une place plus importante. Donc je suis en train de me questionner sur maintenant, qu'est-ce que je fais ? Hélios a demandé récemment pour Noël, c'était l'idée. Il avait très envie d'avoir une mule et de pouvoir la monter. Alors il monte sur mon âne et mon mulet, mais qui sont battés, et donc du coup c'est assez différent. Donc on s'est dit, allez, on va intégrer une troisième rencontre à notre petit troupeau. Et on aimerait bien, alors je sais pas, moi je vois qu'aujourd'hui c'est plus prégnant. On m'a souvent posé la question, mais c'est plus prégnant aujourd'hui pour moi de comment je peux partager cette expérience. Comment je peux partager cette vision que j'ai des animaux, de la nature, etc. Et donc j'ai envie de partager le voyage. Je ne sais pas encore sous quelle forme, j'aimerais beaucoup le faire avec des enfants. Alors enfants avec leurs parents, mais voilà, parce que ça me plaît, parce que je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut leur faire découvrir et que c'est intéressant que ça soit fait assez tôt. Et j'aimerais peut-être aussi proposer du travail de portage pour être plus en présence avec mes animaux, travailler plus avec eux. De la médiation équine, pourquoi pas. Voilà, j'ai envie que ça soit plus présent dans ma vie et j'ai vraiment envie de partager cette relation particulière, je dirais, avant de monter sur un animal, avant de le faire travailler, en fait, il y a une vraie relation, il y a une vraie écoute à avoir de la personnalité de chaque animal. Ça me vient aussi peut-être encore plus parce que du coup j'aime les mules et les mulets et que du coup il y a vraiment ce point particulier que j'ai vraiment à cœur parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent avec des chevaux qui sont là, ah non, les mules et les mulets ils écartent ça, mais je vois aussi beaucoup de fierté et beaucoup d'ego dans le fait de ne pas avoir envie de se remettre en question et que ça demande une écoute beaucoup plus fine et peut-être beaucoup plus profonde. Alors, bon, je connais moins les chevaux, mais c'est ce qu'on dit, c'est plus facile de dresser un cheval. Dresser une mule, enfin, voilà, on peut, mais c'est plutôt une éducation, plutôt de l'écoute et un équilibre. Et donc voilà, j'ai envie de partager ça, cette écoute du travail à pied, d'abord de la relation à pied et du respect de l'animal en tant que tel. C'est pas un objet sur lequel je vais monter, c'est pas un objet que je vais utiliser. On a en face un être vivant qui pense, qui sent, qui ressent.
Et voilà, donc j'ai envie que ce soit ma petite pierre, voilà, mon amour pour ces animaux-là. C'est inspirant, ça conduit vers d'autres manières de voyager ou de faire voyager les autres au travers de livres, au travers de photographies. Donc cette aventure avec les animaux, avec les mules, elle vous a aussi inspiré tout simplement pour créer. Oui, pour créer, oui. Oui, à la base, j'aime créer, j'aime écrire, j'aime photographier. Donc effectivement, j'ai rédigé et construit par la suite 2 ouvrages qui s'appellent Au bord des mondes. Au pas de l'âne, le premier, et Au rythme du mulet, le deuxième, où je raconte, j'ai essayé d'extraire sur ces 5 années de voyage qui me paraissaient le plus précieux. Et donc il y a tout, hein, les moments qui sont difficiles comme les moments magnifiques, pour pouvoir partager cette expérience aussi à travers des expos photographiques. Et j'ai pu voir en vendant mes livres, en ayant des retours de lecteurs ou même des gens qui passaient sur mon stand et qui ouvraient au hasard des pages de mon livre et qui étaient très touchés par ce que j'y racontais, l'importance de transmettre cette sensibilité aux vivants, cette sensibilité aux animaux, ce que ça m'a apporté, le fait d'être en lien avec eux et le regard qu'ils m'ont permis en fait... Parce que c'est cette aventure, mais cette aventure encore plus avec eux, qui m'a permis d'ouvrir un regard particulier sur le monde. Et en tout cas, ce que j'ai pu en ressortir, je dirais, en conclusion, on va dire un peu, même si c'est difficile de parler d'une conclusion sur 5 années de voyage, et j'ai tellement de choses à raconter, que si au départ, je me sentais, et je suis partie un peu triste de la France avec je pense, oui, une tristesse des relations humaines, de notre rapport à la nature, etc. Si je me sentais à ce moment-là encore séparée et des autres, et séparée de la nature, et séparée peut-être aussi du monde animal, ce qu'en a découlé, c'est vraiment la sensation d'être au milieu de tout ça, en fait, d'être une intégration. C'est plutôt l'humanité au sein de la nature. Il n'y a pas de séparation entre l'homme et la nature, il n'y a pas de séparation entre l'homme et les animaux. Ça, c'est un voile, c'est un voile qui est devant nos yeux, mais qui n'est pas réel. Et que d'avoir pu l'ôter complètement et de le vivre à travers toutes mes cellules, il y a quelque chose que j'ai envie de partager. Et voilà, et du coup, ça donne cette idée, là, c'est un projet qui est en construction, que je suis en train de réfléchir, en réflexion, mais où j'aimerais pouvoir travailler. Alors, il y a plusieurs pôles, et je ne sais pas exactement vers quoi je vais me diriger ou comment je vais pouvoir organiser tous ces pôles en même temps, mais j'aimerais d'un côté pouvoir accueillir des mules particulièrement qui ont été malmenées ou traumatisées pour rétablir la relation à l'humain. Et aller un peu plus loin, parce que voilà, il y a quelqu'un qui m'apprend, qui me donne les bases de l'éducation chevaux-mules et qui m'a dit, bon, il y a aussi une réalité, c'est que les gens qui vont vouloir accueillir un animal vont vouloir que cet animal ait des compétences et pas seulement une capacité de relation avec l'humain qui sera en présence, mais puisse être monté, puisse travailler la terre, puisse être batté, des choses comme ça. Donc voilà, du coup, c'est tout un apprentissage que j'ai à faire aussi, parce que l'apprentissage avec mes animaux était facile, c'était les miens, j'étais tout le temps à leur contact. Là, c'est encore différent, c'est encore un autre travail. D'autant plus de travailler avec des animaux traumatisés. L'idée me vient parce que mon propre mulet était traumatisé et qu'on a vécu aussi un accident grave cet été qui m'a vraiment... et je veux dire, on s'est sauvé la vie. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui lui ai sauvé la vie, mais en tout cas, j'ai tout fait pour qu'il survive et il a survécu et il va très bien aujourd'hui. Ces animaux sont tellement importants que j'ai envie de partager ma vie avec eux et de faire quelque chose pour eux. C'est peut-être hyper, comment dire, très... Je ne sais pas si c'est hautain le mot, mais en tout cas de dire un peu exagéré de dire ça. Mais en tout cas, c'est ma contribution, j'ai envie de faire ça. Et il y a aussi le côté où du coup j'ai envie de pouvoir accueillir du monde, ce que je disais tout à l'heure, de pouvoir proposer des voyages, pouvoir proposer une relation à ces animaux qui sont particuliers, une autre vision du monde, voilà, comme je le disais, quoi. Donc il y a plusieurs pôles, l'idée de pouvoir m'occuper de ces animaux et des humains pour que justement il y ait ce lien qui puisse se recréer, quoi. Pour conclure, on a toujours une petite question qu'on ajoutera dans les films, qui est une espèce de gimmick à chaque film, c'est quel est votre animal préféré ? On connaît un peu la réponse, mais quel est votre animal préféré ou animal totem ? Mon animal totem, c'est le tigre. Et je le sais depuis pas très longtemps. Et c'est un tigre très calme, très serein. J'ai été étonnée, je pensais que je serais plutôt une petite souris, mais peut-être en rapport à ma taille. Mais pas du tout, en fait, je suis tigre. Et mon animal préféré, j'adore les mules, mais je pourrais pas dire que c'est mon animal préféré parce qu'en fait, j'aime les animaux et je n'arriverai pas à jeter mon dévolu sur un animal plus qu'un autre. Pour moi, c'est comme avec les humains, s'il y a une ouverture du cœur, en fait, et une vraie écoute,
je peux aimer n'importe quel animal comme on peut aimer n'importe quel humain. Voilà, donc je pourrais vraiment pas répondre au préféré. Par contre, je suis tigre.